You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. La jeunesse emmerde le Front National. 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 La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde tous les nazis. Jeunesse française. Jeunesse immigrée, solidarité. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde. Merci. Ravi de vous voir si nombreux, alors qu'en plus il y a de la bière là-bas. Avant de laisser la place évidemment à Marwan et puis à Fabien qui fera l'animation, un petit point quand même sur la soirée, puisque visiblement c'est une soirée où pas mal de choses se tuilent. Donc vous l'avez entendu, il y a un petit DJ set à 18h30 au Hareng Rouge, et je vous invite, pour ceux qui trouvent que la conférence est peu intéressante, à filer là-bas pour aller danser. On a un temps aussi réduit, c'est pour ça que je le fais très vite, c'est qu'à 20h30, vous l'avez compris, il y a un petit concert de HK juste en face de la librairie, parce qu'encore une fois, il y a cette actualité qui nous terrifie, mais moi je suis excessivement heureux, parce que finalement, moi je viens de passer une semaine noire, on peut imaginer, je vois qu'on n'est pas tout seul, et vraiment, on n'est pas tout seul face à tout ça, et donc il y a une actualité incroyable, qui n'est pas vraiment le sujet de l'ouvrage de Marwan, encore qu'on trouvera des petits liens. Pour finir, ce soir, c'est pas moi qui fais l'animation, c'est Fabien. Ouais. Tout simplement parce que... attendez, on applaudir. Après, vous aurez le droit d'applaudir parce que j'ai une grande annonce. Il se trouve que vendredi, Fabien termine son apprentissage, puisqu'à ce jour, c'est encore un étudiant. Mais vendredi, il est en CDI à la Colline au Livre. Et pour ça, on peut l'applaudir. Mais c'est pas pour sa première animation, c'est un grand habitué maintenant, et pour la peine, je lui laisse le micro. Merci Baptiste, et merci à tous d'être venus malgré la chaleur et la bière qu'a évoqué Baptiste. Alors moi aussi je suis ravi qu'on accueille Marwan ce soir. Il est sociologue chargé de recherche au CNRS sur les inégalités sociales et plus principalement sur leurs nombreuses conséquences. Pour le livre d'aujourd'hui, il est sorti en octobre 2023, il y a Embrouille. Le sous-titre c'est Sociologie des rivalités de quartier, mais dans le livre, tu nous décris tout de suite vraiment tenir à ce mot embrouille, tu l'utilises d'ailleurs tout le long de l'ouvrage, alors que dans tout ce qui est médiane, on a plus tendance à entendre rix ou ce genre de mots. Est-ce qu'on peut définir ensemble ton sujet et pourquoi tu tiens autant à utiliser ce mot embrouille? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là nombreux. Merci à la Colline au Livre de m'avoir invité. Je suis ravi de revenir à Bergerac parce que je viens régulièrement à Bergerac parce que j'ai la chance d'avoir la famille qui vit à Bergerac, donc c'est pas une ville qui m'est complètement inconnue. Et pour répondre à ta question, d'abord dire que les mots sont importants. Et, je dis ça dans une librairie, ça fait sens, et peut-être plus qu'ailleurs, mais en tant que sociologue, les mots sont nos outils. Et donc il faut qu'on choisisse les bons outils, en tout cas les moins flous, les moins polysémiques, et parfois les moins polémiques quand on peut. Et donc notre responsabilité en tant que sociologue, c'est d'utiliser les bons outils, les bons mots. Et effectivement, dans la presse, ou même chez les décideurs publics, chez les politiques, le mot qui ressort le plus, c'est la notion de rix. Dès lors qu'on veut parler de violence collective dans l'espace public. Or, les violences collectives dans l'espace public, elles peuvent avoir plein d'histoires, plein de ressorts, et beaucoup de finalités différentes. Et peut-être que on aborderait mieux cette question des violences collectives ou des violences dans la société si on parvenait à davantage préciser de quoi il s'agit. On n'aborde pas de la même manière tel ou tel type de violence. Et donc effectivement, la notion de rix, si vous regardez dans la presse, c'est autant... Pardon. Moi je peux le faire en slam, il n'y a pas de souci. J'adore ça. Mais là j'ai l'impression que j'étais un peu contraint à rythmer mon propos.
J'ai toujours rêvé de rappeler, c'est peut-être le moment. Mais laisse Non, quand on regarde dans la presse, les rixes, c'est quoi? C'est une bagarre entre personnes alcoolisées autour d'une gare. C'est une bagarre entre personnes alcoolisées à la sortie d'un mariage. C'est une bagarre entre supporters très souvent alcoolisés à la sortie d'un stade. C'est une bagarre entre deux familles qui ne s'entendent pas et en bas d'un immeuble. C'est parfois des affrontements entre des jeunes et des policiers. C'est parfois des affrontements entre dealers. Bon. La notion de rixe, elle est utilisée à tort et à travers pour parler de plein de formes de violence collective qu'on voit dans l'espace public. Et je pense qu'il faut aller au-delà de cette notion un peu standard. Mais choisir laquelle? Choisir laquelle? Pour choisir laquelle, il faut distinguer les formes de violence. Vous savez, les règlements de compte entre trafiquants, par exemple, c'est des violences d'économie criminelle. Il y a une finalité économique. Il y a une vraie finalité économique, il y a des rapports de pouvoir derrière. Donc il y a une logique. On peut les condamner, mais il y a une logique, une rationalité particulière. Si vous prenez les violences sexistes et sexuelles, les ressorts, c'est le masculinisme, et ça intervient partout dans la société, dans l'espace public, et très souvent dans l'espace privé également. Et vous voyez bien que si on veut affronter la question des violences sexistes et sexuelles, on s'en prend à la question du masculinisme, au rapport homme-femme, etc. Les violences qui sont des violences interpersonnelles entre deux personnes qui ne s'entendent pas, il peut y en avoir partout. Apparemment, il y en a eu cet après-midi dans Bergerac, c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. Bon, ça peut être un conflit entre deux personnes. Ça peut être un conflit entre deux personnes, ou entre deux groupes politiques, etc., et qui relèvent de conflits privés. Peut-être que pour régler la question de la violence, il faut régler le conflit initial. Alors que les violences interquartiers, c'est des violences qui ont une histoire, qui ont des ressorts et qui sont des violences qu'on dit honorifiques, qui renvoient à des enjeux de réputation. Mais ces violences, comme je le dis, elles ont une histoire. Elles s'ancrent dans des territoires. Ça passe par des formes d'affirmation collective, d'appartenance un peu guerrier à son territoire, d'attachement à son territoire. Donc il faut comprendre le rapport à l'espace. Ça s'inscrit dans le temps long. Et si on fait les archives judiciaires de la région, et si on fait les archives de la presse depuis au moins le début du XXe siècle pour la région, on va retrouver plein d'histoires et de conflits entre villages, ou entre villes voisines, dans la région, dans la Dordogne, Périgord un peu plus loin, etc. Donc, je veux dire, c'est une histoire longue en France, cette question des rivalités, qu'elles soient entre villages ou entre quartiers. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, qu'il faudrait associer à des populations nouvelles, comme on l'entend souvent. C'est une vieille histoire, et y compris en ville. Et ce qui est intéressant, c'est que l'origine même de ces conflits-là, le motif initial, personne ne le connaît. Donc le motif est embrouillé, dans le sens de confus. Le motif est embrouillé dans le sens de confus. C'est le premier sens du mot embrouille. Et ces embrouilles s'inscrivent dans un contexte où s'embrouiller veut dire quelque chose de particulier. Ça s'inscrit dans un contexte où il y a une forme de culture de l'embrouille. Moi j'appelle ça une culture de l'embrouille. C'est-à-dire des gens qui sont disponibles et qui existent à travers l'embrouille. Qui existent à travers l'embrouille. C'est un enjeu un peu d'existence sociale. C'est pas seulement un contentieux lié à un conflit d'intérêts. C'est un enjeu d'existence sociale. Il y a du conflit partout dans la société. Il y a du conflit partout. Dans chaque famille, dans chaque entreprise, dans chaque association, et alors dans chaque parti politique encore plus. Mais, s'il y a du conflit partout, la question de l'embrouille, c'est-à-dire le fait qu'on existe à travers l'embrouille et le conflit, on ne le retrouve pas partout. On le retrouve surtout dans des lieux, notamment les espaces populaires, où il y a davantage de gens qui sont disponibles pour des raisons socio-économiques. Davantage de chômage, d'oisiveté, d'inactivité, etc. Et aussi dans des lieux, je fais un long détour, mais c'est important de comprendre pourquoi le mot embrouille, qui peut paraître comme ça, un mot de la rue, un mot banal, pourquoi il fait sens d'un point de vue sociologique. On parle de lieux où l'accès à la respectabilité, l'accès au respect, passe beaucoup dans les relations quotidiennes, les relations de proximité, du qu'en dira-t-on, de la logique du ragot, parce que les formes dominantes de respectabilité sont moins accessibles. Pourquoi on s'embrouille moins ailleurs? Parce que l'accès à la respectabilité ailleurs, elle se fait sur d'autres bases.
dans les classes moyennes et supérieures, comment se fait l'accès à la respectabilité, le diplôme, le patrimoine, la position socio-professionnelle, le niveau de culture générale, bref, tout ce que Bourdieu appelait le capital culturel, ou le capital symbolique, ou le capital économique. C'est ça, en fait, l'accès à la respectabilité, et aussi les traits de caractère, mais pas que. Qu'est-ce qu'on pose comme question dès qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Voilà une des premières questions qu'on pose. Et là, partout, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il faut vite situer, il faut vite placer dans l'échelle des relations sociales, de l'échelle du prestige social, de l'échelle de l'intérêt des capitaux sociaux. C'est une question à laquelle il faut répondre. Parce que c'est le principal mode de définition des respectabilités, notamment. Mais chez beaucoup de jeunes, et on va en parler du profil des jeunes, j'espère, les formes d'accès aux respectabilités, ça passe plus par ces logiques de rue. C'est pour ça qu'on retrouve plus ces rivalités de quartier, plus dans les classes populaires, dans les villages, dans les petites classes moyennes. C'est qu'il y a davantage de disponibilité et ça remplit une fonction particulière. Donc voilà pourquoi je parle de « y a embrouille ». Et pour finir, pour vous dire à quel point c'est culturel, cette question de l'embrouille, il y a des expressions qu'on retrouve dans les quartiers populaires qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, la plupart des parents disent à leurs enfants « reste en dehors des embrouilles ». Cette phrase, vous l'entendez souvent. Il y a des expressions comme « mec à embrouille », « meuf à embrouille »,« famille à embrouille », qu'on retrouve dans les injonctions parentales. La plupart des parents de la classe populaire disent à leurs enfants « reste en dehors des embrouilles », comme si l'embrouille était une espèce d'espace bien isolé, une espèce de sable mouvant. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas dans quel état, si on va pouvoir ressortir de ça. Donc l'embrouille colle à la peau. Vous voyez? Mais ça dit quelque chose de la place que peut avoir l'embrouille dans le quotidien. D'où, je finis mon détour, mon long détour, pour dire voilà pourquoi la notion d'embrouille, plus que la notion de rixe, qui est une notion du fait divers, qui est polysémique, qui a une catégorie fourre-tout, et qui laisse entendre que ces violences collectives sont des violences conjoncturelles, des violences conjoncturelles liées à des transgressions conjoncturelles. Non, c'est ancré. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter dans ce livre-là. On a fait un joli détour. Tu m'as défriché absolument toutes mes questions. T'en as un peu parlé au fil de ton détour. La première partie du livre parle de l'histoire de ces embrouilles-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'a surpris. Tu remontes même à l'Antiquité au début du chapitre. Or, on a tous pris l'habitude qu'on nous répète, qu'on nous matraque, qu'il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus de cas ces dernières années. Or, le premier truc que tu me dis, c'est que ça a toujours existé, ça n'a pas changé. Du coup, j'ai deux questions. Est-ce que ça a vraiment pas évolué? Et pourquoi on nous matraque à ce point-là? Et comment on nous matraque à ce point-là que l'hyper-violence est en train d'arriver dans nos banlieues, dans nos sociétés, que c'est un danger? D'accord. Alors, sur le premier point, oui, effectivement, le mot rixe, c'est intéressant parce qu'il a été... c'est un mot latin. Le mot rixe est un mot latin. Il y a d'ailleurs il y avait des mots à l'époque pour désigner le mec à embrouille. Il y avait un mot à l'époque romaine, c'était le rixator. Voilà un mot qui a disparu. Mot latin, on regarde des rix, mais pas le rixator. Le rixator, c'était le mec à embrouille. Voilà. Donc, c'est dire à quel point ce type de comportement était ancré. C'est que les gens de l'époque ont inventé un mot pour désigner ce profil-là. Bon, on en a des rixators dans toutes nos villes. Hein. Celui qu'on retrouve dans toutes les histoires, toutes les bagarres, et on sait qu'il file tête en avant, voilà, c'est-à-dire... Bon. Donc ça, c'est dire l'antériorité, et ça, c'est les traces historiques qu'on a. On pourrait peut-être remonter plus en amont. Mais bien sûr, la société change, les époques changent, et la place des violences, et les formes des violences, et les fonctions des violences changent aussi. Donc c'est pas parce qu'on dit qu'un phénomène existe depuis très longtemps, que c'est le même phénomène. Si, peut-être qu'il y a un point commun, il y a deux points communs qui ont traversé l'histoire, c'est le fait que ces violences-là impliquent avant tout, majoritairement des hommes, et des jeunes hommes. Donc, il y a quelque chose qui relève d'une espèce de continuité du masculinisme à travers les époques, même si la place du virilisme a changé et qu'on est dans une période où il est fortement disqualifié, pas dans les pratiques sociales, hélas pas encore, mais au moins dans les discours, dans le débat public. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est l'usage de la violence pour contraindre. Voilà. Et ces logiques de prestige et de réputation qu'on avait déjà à l'époque romaine, soit sous forme informelle, ces bagarres-là, soit sous forme
institutionnelle à travers les combats de gladiateurs, par exemple. Donc ça peut... question d'honneur. Bien sûr, cette question de l'honneur, effectivement. La question de la respectabilité et la place de l'honneur, de ce type d'honneur-là, dans la construction des respectabilités masculines, majoritairement. Alors ça, oui, mais la société a changé. Aujourd'hui, ça fait que 15-20 ans qu'on articule la question des nouvelles technologies, la question des violences collectives. Voilà quelque chose qui a changé. Et c'est peut-être une manière de répondre à la deuxième question. Est-ce que les violences explosent, notamment les violences les plus graves dans la société française? D'abord, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de violences qu'on est incapable de mesurer. Il faut l'accepter. On n'a pas des outils de mesure exhaustifs. On mesure quoi? On s'appuie sur essentiellement les données pénales, c'est-à-dire les données de la police et de la gendarmerie. Et c'est quoi les données de la police et de la gendarmerie? C'est un fait qui a donné lieu à une plainte, ou bien un flagrant délit, et qui est transmis au parquet. Une fois que c'est transmis au parquet, c'est comptabilisé. Donc en amont, il peut y avoir des plaintes qui ne sont pas prises, ou des choses qui sont trop fragiles pour être prises, qui sont enregistrées comme main courante, en tout cas le fichier des mains courantes qui est affiché à part. C'est juste pour vous dire comment les données sont construites. Donc il y a plein de violences qui échappent à l'enregistrement policier. C'est pour ça qu'on a développé d'autres méthodes pour essayer de compter le rapport à la violence. C'est-à-dire en interrogeant directement la population. C'est ce qu'on appelle les enquêtes de victimation. Vous savez, l'INSEE maintenant a pris en main cette enquête-là. C'est les enquêtes de victimation. On interroge un échantillon représentatif de la population pour savoir si ils ont été victimes de tel ou tel type de délinquance ou quel est leur sentiment d'insécurité, leur préoccupation. C'est comme ça qu'on arrive à le mesurer. Je fais ce détour un peu de méthodologie pour vous dire que les enquêtes de victimation, c'est récent. Et au niveau des données de la police et de la gendarmerie, notamment pour les violences les plus graves, c'est celle-là qu'on nous dit on est une société qui s'en sauvage, il n'y a pas d'explosion des violences les plus graves. Il n'y a pas d'explosion statistique des violences les plus graves. Je veux même, sur le long terme, il y a plutôt une baisse drastique. La société française, sur le long terme, est une société moins violente, notamment pour les violences les plus graves. Alors bien sûr, ça fait contre-intuitif avec les préoccupations de beaucoup de concitoyens, mais dans les faits, le risque de subir des violences extrêmement graves, tel que c'est enregistré, est un risque qui est depuis 20-25 ans plutôt stable. On a des régions où ça a pu baisser, mais des régions également où on a eu une forte augmentation. Je ne parle pas de la Dordogne. Je parle de la Guyane. Je parle de Mayotte. Je parle de la Guadeloupe et de la Martinique, pour des raisons très différentes. On a des taux d'homicide, je parle des violences les plus graves qui augmentent. Je parle des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, on a une vieille tradition de règlement de compte de banditisme, sauf qu'aujourd'hui, on a un rajeunissement des auteurs et des victimes de règlement de compte, notamment avec des armes de guerre. Et on a des pics. 2023 est une année avec un pic en termes de règlement de compte. On a eu à peu près 43 cas, ou un peu plus entre 40 et 50 règlements de compte liés aux économies criminelles. Alors juste à titre indicatif, pour l'année 2020 et même l'année 2023, pour la ville de Chicago aux États-Unis, Marseille a un record pour les 15-20 dernières années, c'est entre 40 et 50. Les années les plus violentes pour une ville comme Chicago, c'est 800. Avec la moitié de mineurs, dans le cadre des règlements de compte entre gangs. Et on pourrait, ça c'est juste pour avoir une comparaison comme celle-là, donc c'est juste pour vous dire que même quand on parle d'américanisation de la France, ou que ça devient Chicago, ça ne devient absolument pas Chicago. Donc bien sûr que cette peur qui est alimentée, elle a des effets sur nos vies, sur les comportements politiques, sur les opinions. Ce qui est nouveau avec cette violence la plus grave, c'est pas tant qu'elle explose, mais c'est qu'elle se rapproche. C'est ça qui est nouveau. C'est que la violence se rapproche. C'est la jeunesse des auteurs. Pas forcément. La part des mineurs et la part des jeunes parmi les auteurs d'actes de violence les plus graves reste stable. On n'a pas d'explosion. Il faut savoir que les violences les plus graves, les violences physiques les plus graves, ont toujours été un phénomène juvénile. Ça fait des décennies que c'est comme ça. C'est un phénomène qui implique davantage auteurs et victimes des personnes qui ont entre 15 et 30 ans, pour la majeure partie d'entre eux. Donc les jeunes hommes sont surreprésentés parmi les auteurs et les victimes des violences les plus graves. Toujours cette question de la construction des masculinités, le rapport au virilisme, l'usage de la violence. Ces questions-là qu'on a du mal, collectivement,
à traiter en profondeur dans la société française. On en parle beaucoup, mais dès lors qu'il faut agir, construire des politiques publiques qui peuvent avoir des effets de levier un peu structurels, avoir des effets en profondeur, il y a beaucoup moins de personnes qui s'agitent et qui mettent en œuvre. Et pourtant, c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental. Donc tout ça pour vous dire que sur les violences, on n'a pas forcément d'explosion, mais cette violence se rapproche, et elle se rapproche notamment grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de Bergerac, s'il se passe des violences graves, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand ça arrive, bon, ça crée une émotion dans la ville. Parce que tout le monde en entend parler. La différence aujourd'hui, c'est que, à travers les images de vidéosurveillance, ou à travers les images de téléphones portables qui filment beaucoup de scènes de violence, vous avez une forte chance de voir les images et qu'elles arrivent sur votre téléphone. Et ça, l'accès aux vidéos de violence les plus gore qui se passent dans la région, à proximité ou dans les villes, ça change notre rapport à la ville. Fondamentalement. Je pense que c'est ça, c'est notre rapport émotionnel à la violence, plus que l'explosion des violences qu'on est en train de vivre. Et puis il y a le discours sur les violences, où de plus en plus, le discours sur les violences est associé à la question raciale, à la question migratoire, c'est-à-dire au fait de réduire les comportements violents à la présence des minorités ou à un fait culturel autre. Et ça, on l'a très bien vu avec Crépol, après la mort de cet adolescent Thomas, ce jeune rugbyman qui a pris des coups de couteau à la sortie d'un bal et qui est décédé. On a bien vu à quel point, pour le coup j'ai participé à des débats télévisés juste après ces violences-là, à quel point il y avait une espèce d'instrumentalisation raciste, il faut dire les mots, raciste, de ces faits de délinquance. Et cette instrumentalisation, ça c'est aussi quelque chose qui est assez contemporaine. Elle repose sur quoi? Sur le fait de mobiliser l'origine, la couleur de peau, la culture d'origine, comme facteur explicatif, mais uniquement pour les minorités postcoloniales, noirs et arabes pour aller très vite, et uniquement pour leur comportement négatif. On ne mobilise pas ce facteur-là pour expliquer leur réussite. Le bac, le diplôme, l'accès à des positions. Pour résumer les choses dans le débat public, et c'est pour ça que je vous parle d'une instrumentalisation raciste, la violence d'un noir, c'est son origine, l'acquisition de son doctorat, c'est la République. Mais c'est ça, en fait. Si vous réfléchissez bien, dans l'instrumentalisation des débats, on en est là et ça passe crème. On a une obsession sur les prénoms, donnez-nous les prénoms, comment ils s'appellent, Carré, Mamadou, etc. Oui, qu'est-ce que racontent les prénoms? Qu'est-ce que racontent les prénoms? Alors, on va avoir la question devant. Cette médiatisation plus ou moins professionnelle de la violence, est-ce que par identification ou par banalisation, elle participe, s'il y a une augmentation, à l'augmentation de la violence? Elle participe. Vous savez, c'est pas parce qu'on a accès à des vidéos de violence qu'on passe à l'acte. Non, non, je m'en rapproche, pardon. Alors, je repose la question. Est-ce que la banalisation de l'accès à les images participe à l'augmentation des violences? Bon, c'est ça. Hein. Non, J'ai pas... Est-ce que la multiplication des images participe à la banalisation? Ah voilà, participe à la banalisation. Enfin, le fait que ça se banalise. Voilà. Merci. Donc, est-ce que le fait qu'il y a une banalisation de la violence à travers les images, d'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est une banalisation? Et dans un second temps, si effectivement ça banalise, est-ce que par identification ou par sentiment que finalement c'est quelque chose de relativement normal puisque c'est tellement diffusé, est-ce que ça peut faire sauter les inhibitions, les verrous de la loi, enfin des choses comme ça, voilà. Alors, pour la première question, la banalisation de l'accès à ces images, ça a des effets sur le rapport et le sentiment de sécurité qu'on peut avoir dans un environnement donné. Ça, oui. D'avoir accès à des images, tout ça a des effets émotionnels. Je vais vous donner une expérience personnelle, mais c'est pour vous dire à quel point ça change le rapport à votre environnement. Il y a une application dans la ville de New York qui permet de repérer et de savoir en temps réel, parce que c'est connecté à la radio de la police, où est-ce qu'il y a des agressions
quel type d'agression, les armes utilisées en temps réel, d'avoir accès aux vidéos, aux images des hélicoptères, quand les hélicoptères sont mobilisés, et permettre à n'importe qui autour des événements de poster. Donc elle existe à New York, et moi j'ai vécu à New York, et pendant mes 6-7 premiers mois, j'avais le sentiment de vivre dans un quartier safe, juste à côté d'un des quartiers les plus pauvres de Brooklyn, mais moi j'ai rien vu de mes yeux en fait. Donc j'avais vraiment un sentiment très safe à mon quartier, qui était cool. Hein. Et puis un collègue m'a dit, toi qui travailles sur les violences, tu connais pas cette application, télécharge, tu vas voir. J'ai téléchargé l'application, et là je commençais à avoir des alertes. A man stabbed à moins de 700 mètres, un homme poignardé à moins de 700 mètres, coup de feu à moins de 800 mètres, machin à moins de 900 mètres. Et du coup, c'est mon rapport à l'espace. C'est mon rapport émotionnel à mon quartier, à la vie, qui a directement changé. Et j'ai retiré l'application parce que je ne pouvais pas gâcher mon séjour new-yorkais. Donc je referme cette petite parenthèse-là, je pense que c'est là où ça joue. Sur la deuxième partie de votre question, ce n'est pas l'accès aux images de violence qui produit le passage à l'acte violent. C'est la trajectoire d'un individu, son contexte de vie, son interaction qui explique le type de passage à l'acte. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des adolescents et des jeunes ont accès et regardent ces images-là. Ceux qui ont des jeunes dans leur famille, vos enfants ou vos neveux ou vos frères regardent ces images-là. Et ils en consomment beaucoup. Est-ce qu'ils se transforment? Non. Et c'est le cas de la plupart de la jeunesse de ce pays-là. Et je dis jeune et moi jeune, si on faisait un sondage, je suis sûr qu'il y aurait plein de mains qui se lèveraient, de personnes qui ont accès à ces images-là. Donc la question, c'est d'en parler avec eux. Qu'est-ce que ça fait de consommer ces images-là? Voyez? Là où ça peut jouer, c'est sur l'esthétique de la violence, pas sur l'envie de passer. Sur les formes de la violence, ça peut jouer. Il peut y avoir des espèces d'influences comme ça via les médias. Vous avez vu les dernières révoltes il y a un an, et même un petit peu avant, l'usage un peu systématique et très organisé de mortiers d'artifice. Bon, l'usage de mortiers d'artifice, c'est très récent. Hein. C'était le caillou avant ça. Typiquement, on pourrait retracer à travers le clip ou le cinéma la diffusion et même le fait que ce soit utilisé dans certains quartiers, que ce soit filmé et diffusé ailleurs, inspire d'autres quartiers pour utiliser le mortier d'artifice, qui devient l'un des outils qui se banalise comme mode d'expression de la révolte. Mais ce n'est pas le mortier d'artifice ou ces images qui font l'expression de la révolte. C'est les conditions de vie, c'est le rapport avec les forces de l'ordre, c'est le rapport avec l'État de manière générale, le sentiment d'exclusion, etc. C'est le contexte qui explique le passage à l'acte. Pareil sur les rivalités de quartier. Il y avait dans les années 80-90, dans ces rivalités, une arme qui était beaucoup utilisée, c'était le fusil à pompe. Je ne sais pas, ceux qui se rappellent de l'usage du fusil à pompe, il y avait même, à chaque fois qu'il y avait des rivalités, la question qui arrivait, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, la question qui se posait systématiquement, c'est est-ce qu'ils ont sorti le pompe? Est-ce que le fusil à pompe était sorti? Et bien pourquoi le fusil à pompe dans les années 90? Parce que c'est après la vague de sortie de films au cinéma sur les gangs, Menace de Society, etc., tous ces films-là, qui ont mis en image le drive-back shooting, c'est-à-dire des gens qui se faisaient tirer dessus de leur voiture ou des affrontements entre gangs, où le fusil à pompe était l'arme centrale. Donc le couteau n'est pas, en termes d'outils, c'est très gore ce que je vous raconte, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais par exemple on a le fusil à pompe qui a disparu quasiment de l'usage des affrontements. Donc il y a des faits, des espèces d'influences comme ça, culturelles, à des moments donnés, mais c'est pas ça qui explique le passage à l'acte. Le passage à l'acte s'explique par les trajectoires et le vécu, l'expérience. J'ai une petite question là-dessus. En fait, on a beaucoup dit que, par exemple, les jeux vidéo, les images aussi violentes, pouvaient déclencher un passage à l'acte, notamment dans les violences dans les écoles, aux États-Unis, entre autres. Oui. Ça, on l'a beaucoup dit. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les faits. Non, comme je vous le dis, le vidéo, notamment les jeux de guerre, les jeux de violence, etc., c'est hyper répandu. Pourquoi il n'y a pas plus de violence que ça? L'accès aux violences est systématisé. Pourquoi il n'y a pas plus de violence que ça? Donc, on ne peut pas faire l'économie, de l'analyse des trajectoires, des expériences, de l'analyse des inégalités. Et pour le coup, ça va faire une transition, j'imagine. Justement, on tourne autour depuis tout à l'heure, et je pense que vu les questions, que ça va être important qu'on y passe, et tu l'as demandé.
et on prendra la question là-bas juste après, qui sont ces jeunes qui s'embrouillent, quel parcours ils ont, quelles conditions de vie ils ont, tu le décris énormément dans le bouquin. Et je pense qu'à partir de là, on pourra peut-être plus développer les questions qui arrivent. Alors, qui sont les jeunes concernés? Majoritairement des jeunes garçons. Pourquoi majoritairement des jeunes garçons? Pourquoi? Parce que les filles réussissent mieux à l'école dans ces espaces-là. Donc, ils viennent de quartiers populaires, de petites classes moyennes, que ce soit en urbain, en périurbain ou en milieu rural. C'est surtout des jeunes de milieux populaires, jeunes garçons qui sont attirés par ces phénomènes-là. Mais bon, ça reste une minorité qui est impliquée. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Premier facteur, c'est la scolarité. C'est très net le lien entre scolarité et sociabilité. C'est très net en fait. À quel point les trajectoires scolaires déterminent les fréquentations au sein du quartier, pas seulement au sein de l'établissement scolaire, mais au sein du quartier également. Moi, quand j'ai codé un peu les trajectoires, même quand je travaillais sur les bandes de jeunes, j'ai vraiment codé les trajectoires pour essayer de comprendre quelles étaient les trajectoires scolaires, justement, à quel moment ces jeunes avaient des difficultés. Et les constats, c'est quoi? C'est surreprésentation très nette des non-diplômés parmi ceux qui participent à ces rivalités. Donc c'était en de l'ordre du 85% de non-diplômés dans ce public-là et 30% à l'échelle de leur quartier. À l'échelle de leur quartier, je ne dis même pas à l'échelle de la métropole ou de la ville. Un quartier qui est déjà marqué sociologiquement par un faible nombre de personnes qui réussissent des études, notamment des études supérieures. La question de la part des non-diplômés et de l'échec scolaire. Par échec scolaire, je voudrais préciser une chose. Il faut se demander à chaque fois à quel moment les jeunes sont en difficulté scolaire. Et pour plus de la moitié d'entre eux, dans le cadre de ma recherche, c'était pas tant des décrocheurs que des non-accrocheurs scolaires. Ce qui n'est pas la même chose. Au fond, j'avais des jeunes qui décrochaient au début du collège, mais ils étaient minoritaires. Ceux qui suivaient la primaire normale, mais qui décrochaient au début du collège. En fait, la majeure partie des jeunes que je suivais étaient des non-accrocheurs, c'est-à-dire des enfants qui, depuis leur entrée en CP, sont en grande difficulté dans les apprentissages des fondamentaux. Et c'est un peu les patates chaudes de l'éducation nationale. C'est des enfants qui sont moins préparés à l'école, parce que leurs familles ont moins de ressources. Il n'y a pas de surprise. Ça, c'est des constats faits par Bourdieu depuis les années 70 et faits par d'autres avant. Mais, je veux dire, la société paye très cher le fait que de nombreux enfants ne puissent pas rentrer dans la scolarité, ne soient pas préparés correctement à l'expérience et à l'épreuve scolaire. Vous donnez quelques chiffres, quand même, mais allez vérifier ici en ville. Allez vérifier ici en ville. J'ai interrogé 3 inspectrices d'éducation nationale qui ont des quartiers politiques de la ville, dans leur giron. Et je leur ai demandé, vous savez, il y a les tests au CP, au CE1, les tests nationaux, les épreuves nationales. C'est le même test partout. Et il y a un test au CM1 ensuite derrière. Pour les enfants qui sont au test au CP, je leur dis quelle est la part des enfants qui au test au CP ont des fragilités très sérieuses, avec des inquiétudes sur la capacité à suivre. Il n'y a pas une inspectrice de l'éducation nationale, bien sûr c'est pas publié, il n'y a pas une inspectrice qui est descendue en dessous de 50% des enfants des quartiers politiques de la ville en grande difficulté. C'est-à-dire plus de 50% de non-accrocheurs qui viennent des quartiers politiques de la ville. Mais c'est massif. C'est massif. Autre chiffre, Daphné Bibard, une jeune sociologue qui fait une thèse sur les mineurs pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, dans les Bouches-du-Rhône, un traitement exhaustif des dossiers, et elle travaille sur les trajectoires scolaires. On a à peu près 70% de redoublants dans son effectif, et sur les 70% de redoublants, 67% qui redoublent au CP. Et prenez les tests au CM1. C'est les chiffres qui sont publiés. Si vous prenez les tests au CM1 pour toutes les acquisitions de fondamentaux, CM1, on a dans les REP, les réseaux d'éducation prioritaire, et REP+, c'est-à-dire encore plus en difficulté, on a parfois moins de 40% des enfants qui sont dans une maîtrise satisfaisante de la plupart des fondamentaux en mathématiques et en français. C'est un phénomène de masse que la société paye cher, et c'est dans ce vivier-là, que les bandes attirent, que les jeunes participent, s'engagent dans les bandes. C'est dans ce vivier-là qu'on revoit les petites mains du trafic de stupéfiants. C'est dans ce vivier-là qu'on retrouve la population qu'on appelle les mineurs délinquants, qui se font vraiment repérer pour la délinquance de voie publique. C'est pas toujours très grave, mais c'est des vols, des agressions, c'est des conflits avec l'environnement, c'est l'outrage, etc. C'est dans ce vivier-là que ces jeunes-là viennent. Donc je me dis qu'une politique publique d'égalité, mais également une politique publique de sécurité, viserait à réduire drastiquement ce vivier-là.
par un investissement massif. Et ce n'est pas qu'un bon investissement social et éducatif, c'est un bon investissement économique. Non, je voudrais juste préciser qu'en France, j'espère que ça va durer, mais c'est pas sûr, un mineur délinquant, avant d'être mineur délinquant, il est mineur en danger. Ça, c'est l'ordonnance de 45, et ça, enfin, ça va dans votre sens, mais voilà, mineur délinquant, il est forcément un mineur en danger dans un premier temps. Alors, depuis quelques réformes, Je sais bien. il y a eu une séparation entre la prise en charge socio-éducative et la prise en charge pénale. Et la protection judiciaire de la jeunesse a toujours, les juges qui siègent aussi en matière d'assistance éducative, les juges ont toujours la possibilité d'ouvrir, de faire du double dossier, mais beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, la protection judiciaire de la jeunesse a été recentrée sur le pénal. A été vraiment recentrée sur le pénal. La question des mineurs en danger, c'est la protection de l'enfance, c'est les conseils départementaux, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, Les enfants ils ont cette possibilité-là. Bien sûr, ça veut dire qu'ils peuvent résister. Et puis surtout, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font d'accompagnement éducatif et socio-éducatif. Donc ils ont les moyens d'accompagner et de trouver des solutions d'accompagnement, d'éducation, même s'ils travaillent sur des périodes courtes. Je voulais revenir sur vos travaux. Alors, je n'ai pas lu vos travaux. Vous avez cité 2 fois... non, pas encore. Vous avez cité 2 fois Bourdieu. Je reviens au tout début de votre intervention. Vous avez parlé de la notion de respectabilité qui sera un levier de l'embrouille. Et vous avez cité Bourdieu en disant dans les classes moyennes ou supérieures, il y a capital culturel, économique, etc. Mais, première question là-dessus, par rapport à la classe sociale, est-ce qu'on ne peut pas mobiliser une approche de type Goffmanienne, enfin de Goffman, sur garder la face? Le fait de garder la face, est-ce que ça ne renvoie pas à l'embrouille? Et du coup, ces transclasses, c'est pas uniquement lié aux classes populaires? Première question. Est-ce que pour vous, dans vos travaux, ça aide ou non? Et deuxième question, par rapport aux jeunes, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais est-ce que dans la perspective historique ou la dimension historique, la notion de charivari qui existait au Moyen-Âge, où c'était les garçons majoritairement, d'ailleurs c'était très contrôlé par la société, c'était accepté par la société, c'était un rite de passage. Est-ce qu'on peut parler de rite de passage dans les embrouilles? Est-ce que ça joue encore? Et puis ma question sur les transclasses et l'approche non déterministe de la sociologie. Je vais être un peu provocateur, mais il n'y a pas de sociologie sans déterminisme. On est foutus alors. Non, mais c'est un parti pris. Même, non, on n'est pas foutus parce qu'il y a des effets de trajectoire qui peuvent être modifiés, mais même ces effets de trajectoire sont expliqués et explicables. C'est-à-dire que moi j'ai raté mon brevet des collèges et j'ai raté mon BEP. Et je suis là en train de vous parler en tant que chercheur du CNRS. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, un truc qui s'est passé. Donc à un moment donné, une sortie de route, une route tracée. Cette sortie de route, elle ne s'est pas faite sans mes efforts, mais elle ne s'est pas faite sans la solidarité et sans certaines conditions sociales que la sociologie explique. C'est en ça que ça rend fou. Mais tout s'explique. Voilà, tout s'explique, même les sorties de route. Pourtant, mais la question du déterminisme, c'est quand même la question de la probabilité. Et la probabilité, c'était que que j'aille, vu mon profil scolaire, que j'aille rejoindre les rangs de ceux que j'étudie aujourd'hui. C'est ça la vérité. Notamment dans mon quartier, d'ailleurs, anecdote, ça fait 10 ans que je travaille sur le crime organisé et le trafic de drogue, et je fais beaucoup d'entretiens en détention, et j'ai rencontré des copains de lycée. Et c'est extrêmement violent pour eux, c'est extrêmement dur pour moi, de lycée professionnel. Voilà. Mais j'ai pas répondu à la question. Pardon. Juste, je réponds à cette question-là sur la respectabilité. Il ne faut pas opposer Bourdieu et Goffman, parce que l'action de préserver la face, tout le monde l'expérimente. Bien sûr, mais pas sous les mêmes modalités. La question de préserver la face ne prend pas les mêmes formes. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple très clair. Vous avez des jeunes, plus ou moins âgés, mais là c'est une question de classe sociale, qui voient comme une attaque intime un regard de travers. Vous voyez ? Et d'autres personnes qui repèrent le regard de travers, mais pour lesquelles ça ne provoque pas un tel chambardement intime, subjectif. Qu'est-ce qui fait que
des personnes réagissent, parfois surréagissent de manière extrêmement violente suite à un regard. Ça reste un regard. Donc quelle espèce de fragilité sociale, finalement, derrière cette dureté et la mise en scène de cette forme de dureté. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Je pense qu'il y a une personne qui voulait... Il n'y a pas eu d'origine dans la famille. Bien sûr, mais c'est un enjeu de dignité. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a ces enjeux de respectabilité, le fait de garder la face, a même pas les mêmes ingrédients selon l'origine sociale. Vous avez des personnes qui n'ont pas le temps pour ça, et qui le disent, j'ai pas le temps pour ça. Ça veut dire quoi, j'ai pas le temps? Je suis pas disponible, je suis pas disposé. Je veux dire, je construis mon équilibre et la respectabilité ailleurs. Regarde-moi tant que tu veux, c'est désagréable, mais je passe mon chemin. Et inversement, vous avez des personnes pour lesquelles c'est une atteinte intime. Et je veux dire, quand on est socialisé à ça, c'est parfois difficile aussi d'en sortir. Moi, à la fois, j'étais dans l'erreur avec ma femme, et on est dans l'erreur, et en fait, le conducteur de train, en fait, c'est bondé pour sortir, c'était bondé pour rentrer, on n'arrivait pas à avancer, et le conducteur de train, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a commencé à sonner la fermeture des portes. Donc là, les gens qui voulaient sortir n'arrivaient pas à sortir, ceux qui voulaient entrer n'arrivaient pas à rentrer. Donc il nous met en tension. Personne n'est responsable, mis à part le conducteur du RER. Et il y a un type qui veut rentrer, moi je veux sortir, qui commence à insulter un peu tout le monde, à s'énerver contre tout le monde et à passer ses nerfs sur tout le monde. Personne l'a calculé sauf moi. Moi, dans ma tête, j'ai chauffé, quoi. Je lui ai dit, mais t'es sérieux, toi? Et ma femme, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Puis les gens étaient là en train de me dire, mais ça sert à rien, monsieur, calculez pas, etc. Et je me suis repris, et j'ai réfléchi à ça, je me dis, mais pourquoi est-ce que c'était encore sensible, malgré la trajectoire, malgré mon âge, vers 50 ans, etc. Mais, donc tout ça pour dire que c'est très ancré, c'est très intime, et effectivement, ça renvoie à beaucoup de blessures, à des atteintes répétées à la dignité, à la difficulté à se faire reconnaître indépendamment que de la reconnaissance interpersonnelle dans la rue, dans l'environnement, parce que c'est là fondamentalement où se joue la respectabilité. Du coup, l'atteinte, elle prend une ampleur, elle est amplifiée par rapport à d'autres. C'est pour ça que même là, il y a des logiques de classe. Même là, il y a des logiques de classe. Allez, on s'entend. Oui, alors donc j'ai deux questions qui ne s'adressent pas tout à fait au même niveau de réponse. La première, c'est pour sortir de... Parce qu'on a l'impression que le peuple, c'est toujours de là que vient la violence, que c'est une espèce de ventre obscur d'où tout peut sortir, quelle que soit l'origine. Et moi, je voudrais renverser le projecteur et questionner le haut, en fait. Parce que quand on suit un peu ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, voire les 15 dernières années, tous ces mouvements sociaux qui ont été copieusement tabassés, esquintés, comment le visage du peuple a été maltraité, moi j'ai suivi ça de près, je peux témoigner. Est-ce que tout ça n'a pas aussi une petite influence sur la violence générale, en fait? Parce qu'il faut voir aussi que ce n'est pas que dans une seule direction que peuvent venir les coups. Ça, c'était le premier chemin de questionnement. Le deuxième chemin, alors pour retomber sur ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la reconnaissance qui est au cœur souvent de pourquoi on devient violent, le respect, je rajouterais la singularité et la complexité de l'être humain, en fait, qui n'est pas respectée. Et que les médias, par exemple, je trouve qu'il faut avoir les nerfs solides pour regarder vraiment des débats, enfin, soi-disant débats, où c'est en fait des passages à tabac de l'autre, qui est polarisé dans une identité souvent, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin des trucs très artificiels. Et comment est-ce qu'on peut supporter, il faut vraiment avoir les nerfs pour suivre tout ça. C'est un érotisme en permanence de la violence, du non-respect, de la non-reconnaissance de l'être humain, de l'autre dans sa complexité. Comment les gens qui regardent ça, et je pense aux jeunes, ils peuvent survivre à ça intérieurement. Voilà, donc c'est la modélisation des comportements agressifs des jeunes, et pas des jeunes d'ailleurs, parce qu'on finit tous par péter un câble. Mais voilà, enfin c'était donc deux questions. Une par rapport à l'État, à la violence légitime, soi-disant, de l'État, et l'autre par rapport à des modélisations que l'on mange quotidiennement.
Merci pour ces questions. Alors, vous savez, les rivalités entre quartiers, si on regarde bien, c'est des semblables qui se font la guerre. C'est des gens qui se ressemblent, qui se tapent dessus. Pour les mêmes logiques. C'est des gens qui, s'ils habitaient le même quartier, ils feraient leur ensemble. Donc, c'est une forme de violence particulière qui est ancestrale et qui mérite de voir ce qui se passe à ce niveau-là, dans les relations quotidiennes avec les gens. Mais ce n'est pas sans lien avec ce que vous venez de dire. C'est pas sans lien avec ce que vous venez de dire. Je prendrai un exemple, notamment pour faire le lien par rapport à ce que vous avez dit, notamment la violence sociale, la violence qui vient d'en haut. D'abord, cette logique de bande, on ne la comprend pas sans prendre en compte qu'elle a une fonction de protection. On ne comprend pas la logique des bandes. Et l'histoire de tous les gangs, aujourd'hui même les plus violents aux États-Unis, c'est toujours la même histoire. C'est des groupes à la base qui ont une fonction d'autodéfense. Sans être dans la délinquance, sans être dans la criminalité, il y a cette dimension de protection qui est fondamentale. Le rapport au quartier, c'est ce qu'on appelle le repli, n'est que la traduction dominante d'une forme de rejet. Ce rapport au quartier, cette logique d'entre-soi très localiste, il vient du fait, et on n'arrive pas à le comprendre si on n'a pas en tête la manière dont, et la forme d'hostilité de la société avoisinante et de la société dominante, et notamment des institutions. On a beaucoup d'enquêtes aux États-Unis qui montrent à quel point certains modes d'intervention policiers sont vécus comme des challenges de masculinité, qui ont deux effets. Un, d'entériner le masculinisme, de l'entériner, de le valider, mais deux, d'envoyer le message que les gars, il va falloir vous défendre par vous-même, parce que l'État qui est censé vous protéger est plutôt hostile à votre égard. Et là, je veux dire, c'est en termes d'expérience globale de ce qui peut être vécu. Et puis la violence sociale, c'est la violence du vécu. Bien sûr. C'est-à-dire si vous prenez des pays dans lesquels il y a une corrélation entre le niveau de violence et le modèle socio-économique instauré par un pays. Plus vous fragilisez socialement une partie de la population, plus vous durcissez son quotidien. C'est-à-dire que l'État a la capacité d'augmenter ou de réduire le niveau de violence. On a eu une expérience absolument remarquable en Équateur, et c'est deux collègues à moi de l'Université de New York qui ont évalué le dispositif, le programme. C'était un programme de réduction des violences entre gangs. Il y a des grands gangs qui se sont instaurés sur un modèle d'autodéfense, mais de solidarité aussi. Il n'y a pas que la délinquance, il y a des formes d'entraide qu'on ne veut pas voir, il y a des formes de solidarité, de liens sociaux forts. Et on a un chef d'État qui s'est dit on va essayer autre chose, parce que la répression et la politique d'incarcération de masse, elle est corrélée à l'augmentation des taux d'homicide. Donc la politique d'incarcération de masse ne nous apporte pas la sécurité et ne réduit pas les violences. Ça, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en Équateur, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont mené? Ils ont mené une politique de développement social et d'intégration des gangs dans le jeu institutionnel. Ça a reposé sur quoi? Vos grands gangs qui sont informels et illégaux, transformez-les en associations. Et on s'appuie sur votre association pour mettre en place des politiques sociales, de formation, d'insertion, d'accompagnement social, etc. et de vous intégrer au jeu social, au jeu de la société dominante. Et si vous voulez, je vous enverrai là, c'est un rapport qui est en anglais. Dans les années qui ont suivi cette politique qui a été mise en œuvre, vous avez une réduction impressionnante du taux d'homicide et des violences. Parce qu'on les a intégrés. Exactement. Vous savez, la plupart des jeux qu'on appelle les délinquants sortent de la délinquance. Hein. J'ai écrit un livre sur les sorties de délinquance. J'ai écrit pourquoi? Parce que les jeunes que j'interrogeais dans les bandes au début de ma thèse, une partie d'entre eux étaient passés à autre chose à la fin de mon travail de terrain. Je me dis ok, c'est pas drôle en fait votre histoire. Quoi. Et donc j'ai écrit un chapitre sur les sorties de bande, et puis ensuite un livre sur les sorties de délinquance, et j'ai été recruté au CNRS sur ce programme-là. Parce que c'est une période de la vie, c'est un moment de la vie. Et ceux qui emmerdaient le monde à Bergerac, qui a 20 ans, sont rangés pour la plupart, ceux qui ne sont pas âgés. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là encore, une belle politique de sécurité, ce serait une politique d'insertion. Et l'expérience équatorienne, elle est intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans la délinquance, c'est pas une espèce de grand plaisir. Le quotidien dans la rue, il est rêche, il est dur, c'est des coups de pression, c'est des atteintes, c'est les corps qui prennent beaucoup. C'est une charge mentale, la rue. Hein.
même en termes de délinquance. Ces rivalités de quartier, c'est une charge mentale pour les jeunes et pour leurs parents. C'est les classes populaires qui payent d'abord cette question de la petite délinquance. C'est d'abord les classes populaires qui payent dans leur corps, dans leurs biens, dans leur santé mentale, qui payent le prix, un prix élevé. Ça ne les arrange pas du tout, hein. Ça défend pas, comment dire, ça ne sert pas leurs intérêts. Donc, comment est-ce qu'on pense cette question de la violence, qui est souvent une violence passagère dans les trajectoires? Comment on pense des politiques de sécurité? Et il faut le penser en lien avec ce que vous avez dit, les pratiques sociales, les pratiques politiques, le rôle des élites, la violence qui vient d'en haut, le respect qui est dû aux populations qui sont dominées, notamment qui vivent dans les quartiers populaires, mais même en petites zones rurales, etc. Il faut savoir que on parle beaucoup de vote RN, mais le vote RN, c'est en partie un vote de dignité. Hein. Un vote de dignité. C'est-à-dire que, vous voyez, un vote de dignité dans le sens de, tiens, enfin un parti qui restaure une espèce de fierté collective, quoi, qui vient nous parler et qui ne nous méprise pas comme on nous méprise à Paris. Ça joue quand même, il n'y a pas que ça, mais c'est présent. Alors j'interdis désormais les doubles questions. C'est mon côté autoritaire. Alors moi je voulais juste dire, je suis en études de psychologie et cette année on a beaucoup parlé des adolescents. Ah, excusez-moi, est-ce que ça vous va là? Oui. Et en fait, les adolescents, on leur passe vraiment pas beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on les juge beaucoup d'un point de vue d'adulte, alors qu'en plus des faits sociaux, on oublie souvent qu'il y a la science en fait qui appuie. Parce que le cerveau des adolescents n'est pas le même que celui des adultes. Et ça va jusqu'à 25 ans. La maturation du cerveau et l'inhibition, c'est 25 ans. Donc en fait, déjà, on les tolère pas beaucoup. Et alors, en fonction de la classe sociale, c'est encore pire parce qu'on laisse beaucoup passer de choses à des classes sociales élevées et bourgeoises et beaucoup moins, par exemple, typiquement les excès de vitesse. Vous voyez beaucoup de parents ou de gens sur BFM TV dire « Ah oui, lui, il n'aurait jamais dû avoir le permis, l'excès de vitesse, on va un refus d'obtempérer et tout. » Non, on n'en entend pas parler. Alors qu'en fait, les adolescents, il faut aussi leur concéder et l'influence des pères est beaucoup plus parfois déterminante dans le comportement que l'influence des familles. Alors que le premier réflexe d'une classe économique élevée et de politique, en fait, ça a été par exemple de proposer la suppression des allocations des familles des jeunes qui avaient été condamnés dans les émeutes pour Naël, en fait. Alors qu'on n'aurait jamais mis de telles sanctions en place si on avait considéré aussi l'influence de leur père. Ils sont sensibles, en fait, et c'est une sensibilité à prendre en compte. Merci. Merci. Moi, je voudrais... Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, je vais en retenir qu'une. Sur le ciblage, sur les stratégies de ciblage. Je pense que c'est essentiel. Ce qu'on appelle les enquêtes en délinquance auto-reportée, c'est quand on demande aux adolescents, à des classes d'âge, de reporter les délits qu'ils ont commis. Et on se rend compte, c'est les enquêtes de Sébastien Rocher, il n'y a pas longtemps qu'il était là, c'est lui qui a instauré ça en France. Sébastien Rocher montre que certains délits, violence verbale, violence physique, des vols également, des formes de harcèlement qu'on peut retrouver, bref, toute une palette de délits, l'usage de stupéfiants, et se retrouver dans tous les milieux sociaux. Et puis on a même des formes de délits ou d'infractions qu'on retrouve davantage dans les classes moyennes supérieures. Typiquement l'usage de stupéfiants. Et quand on regarde le profil social des personnes poursuivies, interpellées, poursuivies et condamnées pour usage de stupéfiants, mais sur le long terme, on a une grande majorité des jeunes de milieu populaire, alors qu'ils sont sous-représentés parmi les consommateurs déclarés. Comment on explique ce décalage-là? Par les stratégies de ciblage. Les stratégies de ciblage, c'est quoi? C'est toute la stratégie de contrôle social qui commence du bailleur social en passant par l'école, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en capacité de renvoyer vers l'autorité judiciaire, vers la police et la gendarmerie, et on ne renvoie pas de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on a davantage de jeunes de milieu populaire qui se retrouvent poursuivis pour des infractions liées à l'usage de stupéfiants? Je ne parle pas que de la vente, mais on pourrait parler aussi de la vente. C'est pas juste parce que, par exemple, les jeunes noirs et arabes de milieu populaire, ils ont 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Et quand on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police, on a 20 fois plus de chances de se faire retrouver avec un petit couteau ou un bout de shit dans la poche. Et on a aussi 20 fois plus de chances d'être humilié publiquement, et donc de réagir, et donc derrière, qu'il y ait une affaire d'outrage. Donc vous voyez que même les stratégies de ciblage créent de la délinquance, dans le sens, créent des formes d'infraction et des publics d'infraction. C'est pareil pour le trafic de drogue. Sarah Perrin,
qui est une sociologue, qui a fait une enquête qui a comparé Bordeaux et Montréal. Elle s'est intéressée uniquement aux femmes de classe moyenne, blanches, qui sont usagères et revendeuses de stupéfiants. Et en fait, elles sont hyper rationnelles. Elles ont compris quels étaient les biais des forces de sécurité publique. Elles ont vu quels étaient les biais, elles ont compris les biais des brigades de stupes, etc. Et pour ces acteurs-là, le dealer typique, c'est un jeune homme noir ou arabe des quartiers populaires. Mais si je vous pose la question, vous allez penser à la même chose. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a que ça comme image. Dans la fiction, dans 90 enquêtes, sur BFM, sur CNews, c'est toujours la même figure du trafiquant. Alors le trafic de cité, c'est une minorité de la revente au détail. Le gros de la revente au détail, c'est de l'achat groupé, c'est de la vente d'appartements, c'est de la vente dans les fêtes, c'est plein de petits auto-entrepreneurs, moi ce que j'appelle la classe moyenne du trafic. C'est plein de petits auto-entrepreneurs qui achètent, qui revendent et qui consomment parfois. Mais la plupart d'entre eux, s'ils ne sont pas le public ciblé, ils ont toutes les chances de continuer de faire prospérer leur trafic. Donc même la population qui est en prison pour trafic, c'est la population ciblée, ce n'est pas la population représentative des acteurs de la distribution au détail. Donc ça c'est pour réagir à ce que vous disiez. Effectivement, le ciblage, il est biaisé, et du coup, ça crée une image de la délinquance et du mineur délinquant, très associé aux quartiers populaires et très associé aux minorités, qui alimente, qui met de l'eau au moulin de ceux qui relient minorité, immigration et délinquance déjà, et surtout qui nous empêche de penser les questions de sécurité de manière efficace et plus globale. Donc merci d'avoir souligné ce point-là, qui me permet de l'avoir ajouté. C'est pour intervenir sur J'ai été à une réunion dans un quartier populaire à Rennes, et c'était justement parce que les gens avaient des problèmes avec le trafic, et que pour fréquenter un bâtiment où il y avait un centre socio-culturel et une bibliothèque, tout était bien aménagé, ils étaient obligés de passer entre des guetteurs. Voilà. Et ça crée une ambiance très tendue et de plus en plus violente dans ce centre socio-culturel. Ouais. Et il y avait donc une grande réunion avec les représentants de la police, de la mairie, du conseil départemental. Toutes les autorités étaient là pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'ils en étaient au point où les gens ne voulaient plus entrer, les bénévoles pour aller donner des cours, pour aller à la bibliothèque et autres. Parce qu'ils avaient peur. Ouais. Oui, ça c'est une autre réalité, oui. C'est le trafic local. Quand il est très visible et quand il ne sait pas se faire discret, je ne fais pas des conseils en trafic, hein, mais clairement, plus un trafic est gênant pour l'environnement local, plus il alimente une demande de sécurité, et moins lui-même il est efficace. Je vous dis ça parce que quand je fais une sociologie des trafics, il y a deux profils de gérants de points de deal. Il y a ceux qui connaissent cette règle-là et qui disent alors... qui sont plutôt pour le soft power, quoi. Vraiment. Faites pas de bruit, ouvrez la porte, pas de saleté, pissez pas, fumez pas, dites bonjour, et puis portez les courses de temps en temps. Il y a ceux qui donnent ces consignes-là. Et puis il y a ceux qui ne sont pas dans cette réflexion-là de management, et qui, pour le coup, pèsent sur la population locale, et qui, du coup, je veux dire, ont un trafic qui est davantage ciblé. Mais oui, ça c'est une gêne. Et là encore, c'est un bon exemple du fait que une partie de la délinquance, c'est d'abord les habitants des quartiers populaires qui le payent extrêmement cher. C'est valable pour les violences interquartiers. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être en mesure d'affronter et d'aborder de manière très pratique et politiquement. Et là, pour le coup, je trouve que... Oui, on est en panne. Alors surtout, si je pouvais me permettre de dire quelque chose, vous savez, j'étais avec une journaliste de l'AFP il y a quelques jours, dans la Drôme, et elle m'interrogeait sur le programme de sécurité du RN, etc. Donc j'avais le programme de sécurité, bon. Et je lui disais, on discutait après l'interview, et je lui disais, vous pouvez me donner 3 mesures de droite en matière de sécurité? Et tac, 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 c'est sorti tout de suite. Et je lui dis, vous êtes possible de me dire 3 mesures marquées à gauche en matière de sécurité? Elle est restée bloquée. Et si vous en avez vous en tête, allez-y. On a un vrai problème avec ça. Bah, clairement. On a un vrai problème avec clairement. Ça. Clairement. Et je connais quelqu'un qui a failli être élu maire dans une ville populaire du 95, et pourtant il n'avait pas trop de soutien, etc. Et il a eu 49% au second tour, et il n'a pas été élu. Et je lui ai dit, mais comment t'es arrivé à avoir un tel score sans un ancrage? Il me dit, j'ai passé 2 ans à faire du porte-à-porte, notamment c'est une ville très populaire. Première des choses,
pour lesquels les gens, y compris les gens des quartiers, me parlaient, la première des choses, c'était la sécurité. Parce que c'est des espaces, il y a quand même beaucoup de violence, il y a eu des règlements de compte, etc. Et il a axé sur la sécurité. Pourtant, c'est quelqu'un, il a axé sur la sécurité à sa manière, et forcément, il a suscité une forme d'adhésion. Je pense que oui, il y a un énorme chantier de réflexion, notamment à gauche, parce que le problème des propositions de sécurité de la droite, c'est qu'elles sont inefficaces, elles sont appliquées depuis 20 ans. Je veux dire, ça ne nous apporte pas ni réduit les préoccupations sécuritaires, ni ça réduit drastiquement comment dire, les actes de délinquance, les infractions, massivement. Ça se maintient à un niveau... mais voilà, on a davantage de personnes en prison, etc. Ça ne nous apporte pas ni la sécurité, ni le sentiment de sécurité. Donc il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui est là, qu'on le veuille ou non. Si je peux me permettre... Je ne sais pas si... Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui... Vous faites un petit signe, il y a 3 questions en attente. Voilà. Je suis désolé, je suis définitivement celui qui fait l'autorité ici. On le savait. Levez la main, je vous apporte le micro, je vous le jure. Alors, moi, je voulais revenir sur 2-3 petites choses. La notion, effectivement, donc oui, c'est ça, pas une. Sur cette notion, effectivement, de groupe, donc dans le cadre du non-accrochage, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on se met en groupe, donc c'est aussi une notion d'appartenance, d'appartenir à un groupe, de pouvoir être là. Il y a aussi une notion de mimétisme. Je regarde ce qui se fait ailleurs et j'essaie de faire pareil pour exister. Et moi, je suis partie de la génération Scarface, Le Parrain. Mais en même temps, je fais partie de la génération de mes parents qui disaient il ne faut surtout pas faire d'histoire, pas de bruit, il ne faut pas qu'on entende parler de toi. Et effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, sur ces générations-là, il y a cette notion de plafond de verre. C'est-à-dire qu'entre guillemets, j'ai bien le guillemets, les grands frères, les grandes sœurs, qui étaient censés servir de miroir, n'ont pas réussi, entre guillemets. Et donc, c'est dire, ouais, toi, tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire, regarde où t'en es arrivé, moi, demain, je vais vendre 1 kilo de shit et je vais m'en sortir mieux que toi. Il y a vraiment cette notion-là de dire ce plafond de verre qui, à un moment, a empêché toute une partie des habitants des quartiers, des banlieues populaires, voilà, ou pas forcément des banlieues, parce que ça peut être aussi dans les centres-villes et tout, vraiment de ce mouvement populaire qui n'ont pas réussi à aller au-delà d'eux. Et souvent on disait que quand un papa avait un BEP ou un CAP, quand son enfant arrivait à un bac, c'était déjà pas mal. Et quand les parents avaient un bac, si le gamin avait un bac plus 2, c'était pas mal. Et donc effectivement ça aide. Et cette notion de plafond de verre, j'ai l'impression qu'on l'oublie assez souvent. Voilà. Alors, merci. Merci pour cette remarque-là. 2 choses. C'est, même sur ça, on a des chiffres qui viennent être publiés par l'INSEE et l'INED à partir de l'enquête quantitative qui s'appelle Trajectoire et Origine. Enquête, tous les résultats sont en ligne, allez voir. Une des premières publications de la 2e vague, c'était une publication sur le taux de diplômés du supérieur parmi les populations immigrées et d'immigration postcoloniale. Qu'est-ce qui est mis en avant dans cette enquête? C'est que la G1, c'est-à-dire les immigrés, notamment d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, le taux de diplômés du supérieur était de 5%. Leurs enfants, le taux est monté à 33%. Leurs petits-enfants, le taux monte à 44%. La moyenne nationale est de 43%. C'est assez remarquable pour le souligner. Et c'est aussi quelque chose qui parle de notre rapport et de la manière dont on analyse et qu'on regarde les évolutions sociales. On fait une erreur de méthode. L'erreur de méthode qu'on fait, c'est de prendre un quartier très marqué et de le comparer sur une longue période. C'est une mauvaise méthode si on veut comprendre les évolutions et le fonctionnement profond de la société française. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte la mobilité. Et la mobilité, c'est de la mobilité sociale, c'est aussi de la mobilité spatiale. Et au fond, on a beaucoup de gens qui partent, même si les parents restent, parce que c'est leur village, mais les enfants peuvent partir. Et c'est le cas de beaucoup. Ils sont remplacés par des personnes, vu qu'on a un vivier de pauvreté malheureusement dans le pays, qui sont remplacés par des personnes qui ont besoin de ces logements-là, qui sont en grande difficulté. Donc on a le sentiment que ça stagne. Et c'est même assez décourageant pour les acteurs locaux, pour les enseignants, etc. Alors que 5%, 33%, 44%, en 2 générations, on rejoint la moyenne nationale du taux des diplômés, ça veut dire que les parents ont bien bossé.
Les enseignants ont bien bossé. Les centres sociaux ont fait leur taf. Que ça ne suffit pas. Que ça ne suffit pas parce qu'il y a des écarts encore majeurs. Mais si on pense en termes de génération et de cohorte, notamment les populations immigrées, les choses avancent plutôt bien. Et ça a donné lieu à quoi? Si on parle de plafond de verre, c'est qu'on a une classe moyenne qui a émergé. C'est que des gens arrivent à des positions aujourd'hui, il y a des lieux où ils n'étaient pas prévus. Dans les médias, à la télévision, au CNRS, dans la littérature, dans le cinéma. On ne peut pas dire que c'est figé, c'est pas vrai en fait. C'est pas figé. Il y a eu plein d'ouvertures. Aujourd'hui, dans plein de domaines, on pouvait compter 2-3 humoristes qui nous ressemblaient un peu, notamment un, Smaïn, on était très contents, machin. Aujourd'hui, la scène de l'humour, c'est le quartier populaire. On peut prendre le cinéma, on peut prendre la littérature. Moi, une de mes romancières préférées, Faiza Gen, c'est une fille, une enfant de la Seine-Saint-Denis. Elle est traduite en dizaines de langues et elle vend des dizaines de milliers d'exemplaires, en fait. Sous ses apparences. Donc c'est une littérature, on a des centaines de titres aujourd'hui d'auteurs qui sont nés, qui ont grandi dans un quartier populaire et qui sont affranchis dans le milieu de la recherche. Je pourrais vous donner un certain nombre dans la production d'idées, dans la haute fonction publique, dans nos hôpitaux. Je veux dire, c'est pas vrai que la société française est figée, mais je sais que c'est pas ce que vous dites. Vous parlez de plafond de verre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des espaces où la mobilité elle est stoppée par des résistances et par le refus de l'égalité. Et ce refus d'égalité, moi je pense que c'est un des carburants aujourd'hui du vote d'extrême droite. Ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi un backlash. C'est des personnes qui refusent que les choses avancent. C'est ça qui est en train de se passer. C'est aussi un backlash. C'est parce que ça va mieux, parce que les choses avancent, parce que les espaces s'ouvrent, parce qu'il y a plus de visibilité, que c'est pas accepté, c'est senti comme une espèce de menace, mais on devrait s'enorgueillir qu'enfin ça s'ouvre. On devrait être fier que les choses s'ouvrent. On devrait insister dessus aussi, vous voyez? Oui, bonsoir. Déjà, bravo pour indiquer toutes les réussites des institutions et de la société française. Effectivement, nous avons plein de jeunes qui sont issus des quartiers populaires, qui réussissent, qui deviennent des chercheurs, qui deviennent des artistes. Par contre, ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pêche au niveau de deux grandes institutions qui sont structurantes, l'éducation nationale et l'éducation surveillée, est devenue maintenant protection judiciaire de la jeunesse. Sur l'éducation nationale, je travaillais en Seine-Saint-Denis, j'étais responsable d'une très grosse école, 450 élèves. Déjà, on peut se poser raisonnablement une question, est-il normal de mettre dans le même lieu, qui est quelque part un enclos, 450 élèves? La réponse, je pense, est non. La question qui se pose, c'est qu'en 2011, on a fait condamner l'éducation nationale Seine-Saint-Denis parce qu'un élève en Seine-Saint-Denis reçoit beaucoup moins d'argent qu'un élève de Paris. Et ça s'explique, il y a beaucoup plus d'agrégés à Paris, il y a beaucoup plus de profs anciens, entre 45 et 60 ans, qu'en Seine-Saint-Denis, où on met tous les primo-débutants sans accompagnement à la hauteur. Ça, c'est un premier problème, et je ne vous parle pas des informations préoccupantes qui ne sont pas traitées. Deuxième problème, c'est lié à ça aussi, la protection judiciaire de la jeunesse, qui n'a quasiment plus de foyer, qui a des centres fermés, qui explosent quasiment tous les 6 mois. Point. On aurait beaucoup à dire sur ces questions. Moi, je voulais vous interpeller, sympathiquement, bien entendu, sur 3 notions. La question du respect, du regard, de la réputation, qui sont des questions qui se posent dans les quartiers prioritaires, et la question de la honte et de l'honneur, et comment ça s'articule, et comment ça peut conduire jusqu'à la mort dans ces quartiers-là. Merci. Mon petit doigt me dit que vous n'étiez pas là au début. Ah, vous êtes arrivé en retard. Eh oui, j'ai bien compris à votre question, vous n'étiez pas là au début. Parce qu'on a abordé ces questions-là. On a abordé ces questions-là, donc si vous voulez, pour éviter de me répéter, pour donner la parole à plus grand monde, on en discute tous les deux. Ça vous va? Ça vous va? Alors je me permets, excuse-moi, je te coupe. Au vu du temps,
Il y a Mathilde qui m'a demandé, ça sera la dernière question. Je me permets de vous rappeler que une fois que le concert est entamé, Marwan il reste ici, il n'a pas le droit d'écouter la musique. Et il répondra à toutes vos questions dans un petit cercle plus intime, dirons-nous. Ça te convient? Dernière question, Mathilde, et je suis désolé de de couper. Moi, je voulais répondre sur la question de la politique, enfin, des options politiques, c'est-à-dire pourquoi la gauche n'apporte pas de réponse à la question de la sécurité. Alors moi, je crois qu'en fait, pour avoir beaucoup réfléchi à ça aujourd'hui sur le marché, quand je suis attaquée comme le gauchias sur la question de la sécurité, je veux dire qu'en fait, on l'a bien compris que la répression ne fonctionne pas. Et que donc, on ne va pas jouer ce jeu-là, quoi. Et que donc, nous, notre proposition, la proposition des gauchistes en général, j'ai pas envie de faire de politique là, mais je veux dire politique politicienne, mais la proposition, évidemment, des gens qui s'intéressent à ces questions-là, c'est le développement social, c'est le soutien aux associations, c'est toutes les choses dont vous avez parlé. Donc moi, c'est hyper important qu'on refuse de se laisser réduire à un discours sécuritaire pour plaire et pour rassurer. Là, il y a une forme de résistance, ça sera pas, la réponse n'est pas aussi simple que ça. On veut bien ramener la police de proximité, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Soutenir les écoles, soutenir les associations, réfléchir à la question de l'habitat, vraiment, la question de l'habitat. Il y a énormément de questions et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et surtout pas en rajoutant de la répression et une répression qui, comme vous le disiez, ne fonctionne absolument pas. Au contraire, elle entérine les difficultés, je pense. Voilà. Oui. Ah, la question piège. Ça tombe bien, la dernière question. Le dernier moment. Alors, d'abord, est-ce que la guerre aux drogues, d'un point de vue sécuritaire, a des effets? La réponse est non. C'est un échec. Voilà. C'est un échec. À tous les niveaux, on peut argumenter que la guerre policière aux drogues est un échec. Est-ce que les drogues sont des problèmes de santé publique? Oui. À la fois les drogues légales et les drogues illégales. C'est pas la question. Donc il y a deux questions à mon avis pour finir. C'est qu'il faut être amené à se poser la question pourquoi, notamment en France plus qu'ailleurs, il y a ce besoin de support chimique, quel qu'il soit, de psychotropes, pour supporter notre condition collective. Qu'est-ce que ça dit de la condition humaine moderne? Je pense que c'est une question de fond, c'est Alain Ehrenberg qui l'avait soulevé dans La fatigue d'être soi. Cet ouvrage qui est formidable, il dit mais pour quelle raison? Il faut savoir qu'en France, particulièrement, peut-être qu'il y a un niveau de mal-être qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui se manifeste par le taux de consommation de cannabis ou d'alcool, notamment chez les jeunes, alors ça baisse ces derniers temps, etc. Bon. Donc le taux de consommation d'antidépresseurs, etc. Donc c'est global, il y a une question anthropologique qu'il faut qu'on se pose. Il faut qu'on se pose, c'est très politique. Et ça permettra de penser pourquoi la demande est aussi élevée. Voilà. Le deuxième aspect, c'est aujourd'hui, la demande est élevée, une grosse partie de l'offre est illégale, ça génère beaucoup de problèmes de sécurité, en plus de problèmes de santé publique. Comment on aborde ces deux choses-là? Une bonne politique des drogues, c'est une politique qui parvient à baisser la demande, à réduire la consommation. C'est comme ça qu'on l'évalue. Et je pense qu'il faut essayer autre chose. Je pense qu'il faut absolument essayer autre chose politiquement. Parce que ça fait des années qu'on est en échec et on répète l'échec. Alors il y a eu d'autres expérimentations, sous différentes formes. Une expérimentation que je trouve intéressante, c'est celle du Portugal, mais il y en a d'autres. Et ce qui fonctionne plutôt bien, alors il n'y a pas de recette magique, hein, il n'y a pas de disparition, mais ce qui fonctionne plutôt bien, c'est des stratégies de légalisation, qui permettent des rentrées fiscales, qui permettent d'investir massivement sur la prévention. Vous voyez, ce circuit-là, d'abord, il permet aussi de dégager des moyens pour prendre soin, parce qu'il y a certaines addictions qui sont des maladies. Donc prendre soin de se rappeler que c'est un problème de santé publique, c'est un problème de santé, voire d'accompagnement psychologique, c'est ce qu'a fait le Portugal. Ils ont légalisé la consommation, ils ont dépénalisé la consommation de toutes les drogues, y compris l'héroïne, etc. Mais derrière, ils ont offert les moyens pour la réduction des risques, j'ai pas dit les risques, hein, la réduction des risques, l'accompagnement psychologique,
sanitaires, etc., qui permettent de faire en sorte que la consommation baisse, que les gens se soignent. Et puis des campagnes de prévention, ça fonctionne. Vous savez, en ce moment, la consommation chez les jeunes de cannabis, elle est en baisse, et c'est une bonne nouvelle. C'est que la prévention, le travail porte ses fruits. Donc trouver un autre modèle, une autre forme d'équilibre qui permette d'avoir des meilleurs résultats en termes de politique des drogues, je pense, oui. Alors Baptiste vous l'a beaucoup dit, on est pris par le temps du concert qui va commencer. Je voulais vous remercier tous d'être venus si nombreux, de m'avoir épargné tout le travail. J'étais au premier rang, c'était super chouette. Merci à Marwan. Il sera du coup, c'était prêt ici pour répondre à des questions plus intimes. Alors la prochaine fois que le gros Le Pen là, il se baladerait dans la France, je veux vous voir gueuler comme ce soir, ok? La jeunesse du monde emmerde le Front National. 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Pas nationaliste, emmerde le Front National. Unité, emmerde. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Pour la liberté et pour la justice, la jeunesse emmerde le Front National. 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 You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.